Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Conflit de génération. Avec nous, la même équipe patiente, diligente et tout, là. On se connaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Valérie Heurteloup. Bonsoir. Naïka. Bonsoir. Comment ça va, Naïka? Ça va bien, merci. Corinne, bonsoir. Comment ça va, Corinne? Bonsoir à tous. Alors, ça fait plaisir de se retrouver et surtout, aujourd'hui, on a un sujet extrêmement intéressant à Conflit de génération, c'est les techniques éducatives. Alors là, moi, je crois qu'il y a autant de pays que de techniques éducatives. Quand on parle de techniques éducatives, je prends les principes qu'on emploie dans les sociétés pour éduquer nos enfants, parce que souvent on confond éducation et instruction. Là, on est à éducation. Ces principes qu'on donne à nos enfants à partir de la maison. Ça va se poursuivre un peu plus tard à l'école, mais au départ, c'est la maison. Donc, l'éducation ou les principes éducatifs, il y en a autant qu'il y en a, selon moi, de sociétés, de pays, n'est-ce pas? Alors, le tout, c'est de savoir, si on regarde les principes ou les techniques éducatives d'ici, et parce que nous vivons au Canada, faut donc s'ajuster d'une certaine manière. Moi, je fais des principes et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces principes-là. Ah ben, moi, premier principe pour moi, l'éducation, on donne exactement ce qu'on a et pas plus et pas moins, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a qu'on donne. Quelquefois, nous, quand on est élevé par une mère, un père, n'est-ce pas? On peut, parce qu'on est un petit peu plus vieux, critiquer, on peut dire que le système est mal utilisé, le système d'éducation que veulent nous transmettre les parents. C'est un système dépassé, on peut juger, mais il faut comprendre et se poser la question d'où vient ce parent-là, dans quel système il a été élevé, et là on va comprendre tout de suite ce que le parent nous donne, pas vrai? Alors, on commence d'abord avec ce premier principe. Le parent ne peut pas donner plus que ce qu'il a reçu. On est d'accord, tout à fait. Le parent est clairement limité par ce qu'il a reçu comme éducation. Ça me fait penser, par exemple, aux enfants primaires, secondaires qui ont des devoirs à la maison, puis le parent qui lui-même n'a pas étudié peut-être à la fin de son primaire ou à la fin de son secondaire, ne peut même pas aider l'enfant dans ses devoirs ou bien dans ses exercices. Donc, finalement, le parent, il donne qu'est-ce qu'il peut, mais ça affecte l'éducation de l'enfant, finalement, au final. Il donne ce qu'il connaît, dans le fond, à quoi il a été exposé, qu'est-ce qu'il a parcouru, puis il transmet à l'enfant. Puis, Exactement. Je pense que on a tendance à refaire ce que nos propres parents ont fait aussi une fois qu'on devient parent, même si on critique et tout. C'est ce que tu as connu, c'est ce dans quoi tu as été élevé, donc tu vas avoir tendance à reproduire la même chose, donc tu redonnes ce que tu as reçu. Mon deuxième principe, je pense que ça recoupe un peu ce que j'ai dit au départ. Les principes éducatifs valent pour un milieu donné. Hein? Alors, si on prend des pays d'Afrique, on ne retrouve pas les mêmes principes qui sont des principes d'honneur ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? C'est pas les mêmes principes qu'on trouve en Occident, dans les pays occidentaux, mais c'est quand même des enfants, pour la plupart, bien éduqués, pas vrai? Ouais. Mais est-ce qu'on va comparer un principe par rapport à un autre, étant donné que ce principe qui est considéré comme un bon principe éducatif dans un pays donné peut être critiqué dans un autre pays? Est-ce que ce principe éducatif est meilleur qu'un autre principe éducatif?
Je n'en crois pas un traître mot parce que il suffit que ça fonctionne, ça donne des résultats, pas vrai? C'est une question de société aussi. Donc, chaque société a des différentes croyances, des différentes façons de faire. Donc, la façon d'éduquer les enfants est un reflet de la société. Donc, d'une société à une autre, d'un pays à un autre, ben, les techniques vont évidemment changer. Ce qui fait que quand on change de pays, on déménage, ben, l'adaptation est des fois difficile parce qu'on arrive avec nos principes de d'où on vient. Ouais. Donc là, il y a comme un conflit qui peut se créer. Mais je trouve que justement, à ce stade-ci, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Je pense que des fois, il y a des parents qui vont se limiter au fait que, bon, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu sais, justement, des enfants, c'est comme c'est pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, je pense que des fois, c'est important d'aller au-delà du fait que de se limiter, que c'est comme ça, puis de juste, ne serait-ce que justement, s'ouvrir à d'autres méthodes, peut-être, d'éducation, puis, Ça revient un peu à ce qu'on avait discuté, je pense, dans une autre émission, où est-ce qu'on disait que le parent, finalement, doit un peu se remettre en question et être ouvert à apprendre de l'enfant. Exact. Si l'enfant demande des questions, il se pose des questions, il remet en question les méthodes éducatives, peut-être que le parent pourrait aussi réfléchir là-dessus sur est-ce que ça vaut la peine de transmettre mes traumas ou bien mes méthodes qu'on a appliquées sur moi à la génération future. Ouais. Comme l'idée de la punition varie de société en société, comment on punit les enfants, surtout les jeunes enfants qui ne comprennent pas nécessairement le pourquoi, pourquoi on les punit. Et là, ça soulève beaucoup de débats parce qu'il y a des recherches scientifiques qui vont venir dire, OK, non, punir physiquement à tel niveau, ça n'apporte aucun bénéfice. Au contraire, ça traumatise l'enfant pour toutes les années à venir. D'autres recherches disent non, c'est pas si grave. D'autres expériences de personnes qui l'ont vécu disent, moi, j'ai survécu, puis ça m'a pas traumatisé. Ouais. Donc, ça varie de société en société et de génération en génération, je crois. Moi, j'ai zéro traumatisme, mais on va. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Alors, naturellement, le jour où je vais m'asseoir sur la chaise longue, n'est-ce pas, on va trouver des traumatismes en moi. On trouve toujours, et puis on va dire que celui qui me psychanalyse, lui aussi doit avoir des traumatismes. Cela dit, et ça nous permet vraiment de passer au troisième principe, c'est des principes que moi j'élabore, n'est-ce pas, en disant que parce que nous avons dit que les principes valent pour les milieux en question. Nous avons dit à chaque milieu ses principes. Mais par contre, un parent québécois né à l'étranger, qui élève des enfants au Québec, doit penser à adapter ses principes aux principes québécois jusqu'à l'extrême limite, maître, ou juste avant la limite de l'illégalité. Mais oui. Juste avant la limite de l'illégalité. Mais comme tout le monde, en fait. Ouais. Il faut respecter la loi, finalement. Aller aux limites de la loi. Avant la limite. Pourquoi avant la limite? Parce que on a été élevé dans une société moins permissive. Aujourd'hui, on va dire ici, la société québécoise est des plus permissives. Est-ce qu'on va me demander d'être un parent permissif du jour au lendemain? Et ma non-permissivité s'arrête là où ça devient illégal. Ben en fait, n'est-ce pas? Oui. La loi québécoise n'empêche pas un parent d'être sévère ou d'empêcher certaines sorties ou d'empêcher certains comportements. C'est pas ça que la loi québécoise punit ou sanctionne. C'est vraiment des comportements qui vont au-delà de la limite acceptable, comme des comportements violents, des gestes violents qui affectent l'enfant, qui causent des lésions, par exemple. Donc, je sais pas si c'est la loi québécoise punit tant la sévérité ou bien la permissivité du parent. Je sais pas si c'est une question de loi non plus ou juste une question de perception aussi. Donc, peut-être que justement, un parent immigrant qui est habitué à donner des tapes ou des choses comme ça, toujours dans le domaine du légal, dans le sens qu'il n'y a pas de lésion ou de blessure grave créée à l'enfant, mais quand même, on a une tape. Mais d'un point de vue de société québécoise, c'est quand même mal vu. C'est tout à fait légal, mais
parce que c'est mal perçu, ben là, le parent doit s'adapter, doit comprendre. L'enfant aussi est comme dans un entre-deux qui est des fois difficile à naviguer. Fait que je pense qu'au-delà de la loi, c'est une question de perception de société aussi. Qu'est-ce qui est acceptable dans notre société versus qu'est-ce qui est acceptable dans une autre société ou un autre milieu. Puis c'est sûr qu'un immigrant qui vient ici, ben, il signe le contrat social d'ici, puis il accepte les règles d'ici, même si, bon, je suis pas toujours d'accord avec ça, là. Il peut apporter aussi, bon, son petit grain de sel, son petit grain d'épices. Naturellement, la rigoise mise de côté, le fouet, et les coups de pied, et les ceintures, tout ça, c'est mis de côté. Cela dit, on ne peut pas empêcher à un parent, comme l'a dit Maître Corinne, on ne peut pas empêcher à un parent d'élever son enfant. Et deux, moi j'ai déjà dit ça à mon juge, taper mon enfant. Il y a taper et battre. Il y a taper et battre. Malheureusement, dans une certaine culture, on emploie le mot battre. Et quelquefois, c'est vraiment battre. Alors ça, c'est inacceptable. Et si on se met en tête qu'on va battre notre enfant, on va être en porte-à-faux avec le système québécois éducatif et l'État va intervenir tôt ou tard dans la situation. Cela dit, est-ce que moi, on prend la posture d'un parent sensé qui veut élever son enfant, qui veut être permissif, qui veut être moins permissif, je m'excuse, mais vous allez me dire, vous dites que il n'y a pas d'interdiction comme telle d'élever son enfant, mais ces parents-là, qui ne permettent pas beaucoup, donc ne sont pas très permissifs, surtout ceux qui viennent d'ailleurs, sont considérés comme des parents par le système qu'on appelle contrôlant. Oui, ça c'est vrai. Tout comme un mari est contrôlant, une mère peut être contrôlante, un père peut être contrôlant, et ça empêche, en théorie seulement, là, le développement, le bon fonctionnement de l'enfant. Et ça, c'est mal vu dans la société de la protection de la jeunesse. Hein? Ouais. Alors donc, ça, c'est un véritable problème. Quand moi, j'ai été élevé par tout un village, et grâce à Dieu, je m'en porte très bien, n'est-ce pas? Avec des difficultés, tout le monde en a des difficultés, mais je ne veux pas entendre que trop de permissivité vont faire en sorte que cet enfant-là va se retrouver membre de gang de rue, en bleu ou en rouge, parce que finalement, le poids de tout ça là sera supporté par les parents de l'enfant en question et pas, oui, un peu par l'ensemble de la société, mais les premières séquelles et les plus sévères, c'est pour la famille, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a un... comment dire? Il y a comme un juste milieu parce que autant qu'un parent peut être super contrôlant, on entend ça des fois, là, les petites filles de pasteurs ou ce genre de choses-là, où est-ce que comme on a des parents trop contrôlants, des fois l'enfant veut juste se rebeller puis juste comme prouver que comme moi aussi je suis capable de me gérer là, fait que comme tu me dis de pas faire ça puis je vais le faire pareil. Fait que il y a ce juste milieu où est-ce que je trouve que les parents doivent aussi être à l'écoute un petit peu de leur enfant, pas nécessairement permissive, mais juste à savoir comme communiquer avec l'enfant d'où provient comme ses besoins. C'est ça, ses besoins, juste pour essayer de comme comprendre puis comme sortir quelque chose de constructif à travers tout ça au lieu de juste être non c'est non sans explication puis que finalement l'enfant soit comme fuck off. C'est vrai que de l'œil extérieur, la perception de parents contrôlants, ça dépend de la perception de la personne, en fait. C'est hyper subjectif. Qu'est-ce qui est contrôlant, puis qu'est-ce qui est juste comme, OK, c'est un parent normal, en fait, qui fait son travail. Ça dépend de ton background culturel, de ce que tu as vécu. Donc, pour une personne qui dit, moi, mes parents ne me laissent pas sortir après 9h le soir, puis peut-être qu'ils trouvent ça très normal, ils disent, moi, ça me dérange pas, mais l'autre ami va être genre, mais non, mais franchement, t'es en prison ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça dépend de la perception aussi extérieure, puis de l'idée, en fait, derrière.
Mais c'est ce qui est difficile justement quand on vit dans une société, on grandit dans une société différente de la société que notre parent a grandi, parce que justement derrière, chez moi, la façon qu'on fonctionne, ben ça fonctionne pour moi, c'est chez moi, avec mes parents, c'est la façon qu'on est habitué, mais dès que je sors à l'extérieur, que je parle à des amis, à l'école et tout... T'apprends que c'est pas normal. Ça fait comme, attends, toi tu peux sortir le dimanche? Là, c'est là qu'il y a des conflits, c'est là que ça devient pourquoi mon ami puis pas moi, et pour un enfant, c'est parfois difficile à naviguer cette différence, on comprend pas que la différence est culturelle, donc c'est là que ça se complique, mais souvent... Dans les 4 murs de la maison, généralement, ça va bien. Il y avait quelque chose qui me choquait aussi dans mes dossiers en général. Un autre contraste, un exemple de contraste, c'est que souvent dans les familles immigrantes ou culturelles, les grands frères et sœurs gardent leurs petits frères et sœurs. Donc, ils gardent et puis ils prennent en charge un peu plus la petite fratrie. Alors que c'est mal vu ici que un enfant, disons, de 14-15 ans prenne trop soin de sa fratrie. C'est comme si on lui impute des charges parentales. C'est une pression psychologique, c'est une pression... Donc, c'est comme... Je suis comme, mais pourtant, nous, on le voyait comme si c'était tout à fait normal, mais ici, ça fait plutôt... c'est mal vu, en fait, souvent dans les familles et en protection de la jeunesse. Alors, on regarde qu'est-ce que nous pouvons faire en toute légalité lorsque nous venons d'une autre culture, parce que c'est une culture à laquelle on s'adapte, la culture québécoise. C'est des permissions qui sont excessives selon ce qu'on a déjà eu. Et c'est des conséquences qu'on regarde à l'horizon, qu'on voudrait éviter le plus possible pour nos enfants, n'est-ce pas? Surtout des enfants racisés au départ. Hein? Et je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai élevé mes enfants avec l'interdiction de fréquenter d'autres enfants du quartier, incluant d'aller au dépanneur à côté avec des enfants du quartier, parce que je sais dans ma tête, parce que j'ai déjà vu que lorsque deux enfants se présentent dans un dépanneur, un blanc, un noir, mais généralement c'est le petit noir qui est suivi parce que c'est lui qui est potentiellement le voleur, n'est-ce pas? La même chose au magasin, etc. Donc c'est une permission que je ne donne pas à cet enfant-là. Et oui, lundi matin, en arrivant à l'école, l'enfant verbalise... il dit, je voulais aller au dépanneur avec mon ami, on m'a empêché. Puis bon, là, c'est le père contrôlant, c'est la mère contrôlante. Est-ce que je dois vivre avec ça? Oui, parce que je sais le résultat que je ne veux pas en bout de ligne. Hein? Je sais que jusqu'à présent, je suis un peu avant la limite de l'illégalité. J'ai ce droit-là, hein? J'ai ce droit de garder mes enfants, de contrôler leur sortie jusqu'à un certain point. Pas vrai que mes enfants jeunes, qui sont pas adultes, qui sont même pas dans l'adolescence, qui ont, je ne sais pas, 12 ans, vont pouvoir sortir sans savoir, sans me dire, je sors à telle heure avec mon ami, je vais rentrer à telle heure, là. C'est normal. Est-ce que je suis contrôlant? Oui, je suis contrôlant. Mais je pense aussi quand... Oh, vas-y. Non, je pense pas nécessairement que c'est contrôlant. Tu sais, il y a contrôlant pour sécuriser notre enfant parce que, bon, on sait mieux que lui ou elle. Et il y a contrôlant pour aucune justification. Oui, c'est non ça. Plus, cet extrême-là. Puis je pense que des fois, il y a des parents qui se trouvent dans l'extrême et quand on les questionne, mais pourquoi? Ah, mais parce que c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis des fois, il faut pas cacher nécessairement la vérité aux enfants en pensant que c'est les protéger. C'est important de leur expliquer justement, tu sais, qu'un enfant noir, des fois, il peut être jugé quand il sort à l'extérieur ou, tu sais, une petite fille qui va dormir chez son ami. C'est important de lui expliquer comme les dangers par rapport à ça. Donc, oui, c'est des enfants, mais des fois, c'est important de les exposer à des faits réels, justement, pour pas qu'ils soient naïfs là-dedans, puis que finalement... Ils soient frustrés aussi. Exactement, tu comprends? Comprennent pas. Exactement. Depuis un jeune âge, on dit aux enfants de ne pas parler à des inconnus. Pourquoi? Ben justement, parce qu'il y a telle chose qui peut arriver. Mais pourquoi je peux pas aller au dépanneur? Parce que tu es un petit enfant noir, puis tu risques on risque de te regarder puis de te suivre à travers le dépanneur. Donc, c'est important d'expliquer à l'enfant aussi le pourquoi des choses. Et on ira un petit peu plus loin, là. Vous voyez, tu vas avoir un casier judiciaire,
tu risques de ne pas pouvoir aller à l'université, genre là, parce que, je veux pas dire un casier judiciaire ne va pas à l'université, c'est pas ça que je veux dire, mais tellement de contrariétés, tellement d'emmerdements, hein, d'accusation en accusation, Maître Corinne Jacquet le sait aussi, et puis ça risque de causer des problèmes. Et tu risques d'être handicapé pour la vie dans ton développement. Alors que le même Québécois qui va avoir des petits casiers judiciaires sera le premier à s'en vanter. Ah, ben, j'ai fait un petit bal à l'étalage. Mais n'aie crainte, là, il va être bien casé dans la société parce qu'il a ma tante Tremblay, mon oncle John, n'est-ce pas, qui m'a placé à la ville. Et puis, bon, voilà, toi-même, tu dois pouvoir étudier. C'est ta seule chance de réussir. Allez demander à un enfant de 14 ans de comprendre cela. Mais je pense qu'il peut comprendre. Absolument. C'est une graine qui est posée dans sa tête. Pas toujours sûr. Oui. Pas toujours sûr que lorsqu'il y a ces influences-là, parce que bon, autrement, il n'y aurait pas autant de refus de suivre les règles de la maison. Il y en a tellement. C'est pas juste pour s'opposer. Il y a des parents aussi qui ont le bon sens et qui expliquent à leurs enfants. Et ça ne rentre pas parce que l'influence de la rue, parce que l'influence des amis est tellement forte. Alors, moi j'estime que quelquefois, il faut s'imposer. Et quelquefois, on va dire, peine perdue, je te le dirai, tu ne comprendrais pas, alors je le dis et tu suis. Je pense que la majorité des jeunes... Je dis la majorité parce que c'est sûr que c'est pas tous, mais la majorité des jeunes sont en mesure de comprendre ça. C'est sûr que l'influence du milieu a un énorme poids, d'où l'importance. C'est sûr qu'un jeune noir dans un milieu blanc qui se fait dire « Oui, mais toi, tu es différent des autres, donc toi, tu n'as pas les mêmes permissions et que tu es le seul qui ne peut pas sortir au dépanneur. » C'est difficile, donc c'est vraiment important dans des contextes comme ça d'entourer le jeune de d'autres noirs qui eux aussi peuvent pas aller au dépanneur et que comme ça, entre eux, ben, on se sent moins seul. Mais c'est sûr que d'être le seul noir dans un groupe de blancs, tu vas avoir tendance à suivre le groupe juste parce que tu veux faire partie du groupe. C'est dur d'être seul. Ben oui, ben oui. Mais je pense qu'un jeune peut très bien comprendre. D'ailleurs, il y a eu le mouvement d'avoir The Talk avec ton jeune noir pour lui expliquer, dans le fond, sa place dans la société, puis le fait qu'il n'est pas perçu de la même manière que comparé à d'autres personnes. Et The Talk, ou la conversation, elle se fait très tôt maintenant. L'enfant peut bien comprendre, au moins comprendre la base de l'injustice, en fait, de ce qui se passe. Puis le reste, peut-être toutes les nuances complexes, peut-être pas, là, mais la base qu'il n'est pas sur le même pied d'égal, je pense que ça, il peut le comprendre. C'est d'au moins de pouvoir mettre des mots aussi une fois que ça arrive. Des fois, justement, l'enfant peut pas vraiment... pas qu'il s'en fout, mais il va pas vraiment prendre en considération le conseil parce que c'est toujours pas arrivé. Mais une fois que la situation arrive, on dirait qu'il est comme « Ah, c'est vrai, mes parents me l'avaient dit. Fait que là... Et là, oui, effectivement, il faut que chaque enfant, chaque personne dans la vie suive sa route, sa voie, va faire son chemin, va faire ses erreurs, va réussir à faire de bons coups, quoi que fassent les parents, quoi que disent les parents. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais par contre, est-ce qu'on peut essayer de conseiller de la bonne manière pour éviter, exemple, que mes enfants décident qu'ils vont être un yo. Un yo. C'est là qu'on voit le gap. Et le yo. Il est là le vrai conflit générationnel. Et le yo.
Et le yo, le plus laid. On dit plus yo. Ça se dit pas, mais de mon temps, on disait ça, ok, là. Et si vous comprenez ce que ça veut dire, avec le pantalon, le yo pour moi, là, c'est le pantalon qui descend complètement à terre, là, et puis qui décide qu'il va être le gars le plus laid avec ses cheveux qui sont pas coupés, etc. Tout ce qui est... Alors, on regarde ça, moi-même, je suis noir, je regarde ça avec des yeux de noir, tu me fais peur parce que tu es laid, tu es mal habillé, tu es non présentable. Est-ce que moi, comme parent, je vais être fier de ce que tu fais tout simplement parce que tu dois suivre la vague, parce que tu dois jouir de ta jeunesse. Et c'est ça, jouir de la jeunesse. Faire ce qu'on veut, être le plus laid, le plus mal habillé, et tant qu'à être le clown de la classe, en plus de tout ça, là. Oh God. On est encore dans l'exemple extrême. Non, mais quand on tombe sur cet oiseau rare, et c'est notre fils, c'est notre fille, mais c'est pas drôle du tout, là. Non, je comprends. Mais est-ce que tu as vraiment un contrôle sur cette personne-là qui est probablement rendue, si elle est rendue un yo? Au moins Est-ce qu'on dit ya maintenant? C'est ya? Je ne sais pas, moi. Moi, c'est un adolescent ou un jeune adulte, il y a très peu de contrôle que tu peux avoir finalement sur comment elle va s'habiller. Concrètement, là, il veut dire... Quand il va être adulte, mais au moment où il est encore un enfant, c'est moi qui décide comment il va s'habiller. Oh Lord. C'est moi qui dois décider, c'est moi qui achète, là. Jusqu'à quel âge? Mon enfant n'arrive... Jusqu'à quel âge? Ben, jusqu'à 16, 17, je ne sais pas, mais 14 ans, 12, 14 ans, là. Mais il me semble... Non, mais ça veut pas dire que c'est... Écoutez, là, pour la tenue, je parle pas de cravate complet, là, ok? Mais il y a des tenues, celles que portent tous les jeunes de son âge. La majorité ne porte pas des tenues extraordinaires, extra laids, là, non? Oui. Non, des tenues... Mais moi, je me demande juste comment concrètement tu vas t'arranger pour qu'un ado, disons, de 13-14... change de vêtements. Concrètement, tu vas le déshabiller? Non, pas déshabiller, on s'entend? Non, exemple. Exemple, là. Oui. Tu changes avant de sortir. Exemple, là. Le jeune, après ça, quand il sort, il est pas stupide, il se rechange. Oui, tout le monde a déjà fait ça. Alors, mais au moins, nous, Alors, je pose la question. On est en train de rire, là, mais j'espère que vous riez avec moi, que vous ne riez pas de moi. Vous imaginez, est-ce que on peut dire que tous les parents québécois et toutes les Québécoises de 13 ans, Québécois de 13 ans, est-ce qu'ils portent des affaires pour se faire remarquer? Non, moi, je les vois dans la rue, je les vois en bonne tenue. C'est acceptable. Ouais. Si on parle d'habillement, moi j'en vois des ados quotidiennement, des enfants de 12, 13, 14 ans. Effectivement, il y a des jeunes que si c'était mes enfants, on serait pas sortis. Oui, mais autant des blancs que des noirs, non? Ouais, tout le monde. Mais ça, encore, et là, moi, je sens ce conflit de génération-là, parce que je suis comme... Moi, il n'y a aucune façon qu'à 13 ans, ma mère m'aurait laissé aller à l'école habillée de cette façon. Surtout la mode qui revient en ce moment, la mode des Gen Z, la génération qui sont nés à partir de 2000 et quelques, là. C'est ça, c'est pour nous. Là, je commence à... Ouais, il y a un petit conflit de génération, là. Certainement, il y a un conflit de génération quand on voit comment... ils s'habillent. Mais est-ce que c'est parce que les parents sont trop permissifs ou est-ce que c'est parce que justement, à 14 ans, je peux plus t'imposer comment t'habiller, je n'ai plus ce contrôle sur toi parce que tu es adolescente, tu te cherches, tu essaies de trouver qui tu es, comment tu veux te représenter, ta personnalité. Donc, un parent, c'est pas impossible, on s'entend, mais ce pouvoir-là qu'on a sur nos enfants, il s'effrite. Encore là, je pense qu'il y a des idées que le parent peut inculquer du genre, regarde,
habille-toi, faut se respecter. Je veux pas. Respecte ton corps, connais ta valeur, sais que tu n'as pas besoin de montrer tout ton corps pour être, tu sais, connais comment tu te sens bien, toi. Puis ensuite, l'enfant peut prendre des décisions au fur et à mesure qui vont évoluer dans le temps, qui vont changer. Un jour, il va s'habiller comme ça, l'autre jour, il va s'habiller d'une autre manière. Et l'enfant va trouver son propre style et sa propre voix. Mais je pense que le parent ne peut pas forcer concrètement le jeune à aller se changer. Ouais. Mais parce que sinon, c'est l'effet contraire. C'est ça. Ça devient extrême. Il va enlever son chandail. Ouais, c'est ça. Il va monter sa jupe. On les connaît tous. On l'a tous fait. On a roulé la jupe. On l'a fait. Déroule le rebord. Hein? Ouais. Alors, donc, on va maintenant regarder pourquoi ces différences dans les techniques éducatives, comme on dit, notre sujet, les principes d'éducation, surtout, regardons ce qui se passe ici, pourquoi, et ce qui se passe dans un pays que moi, je connais bien, que vous ne connaissez pas. Oui, que Corinne connaît bien, toi aussi, Naïka? Je pense pas. Oui? Bon. Alors, il y a des techniques éducatives québécoises, c'est que dans cette technique-là, l'enfant est au centre des intérêts de la famille, et puis les questions de survie ne se posent même pas. Survie, pas de la famille, là, survie pour l'enfant. Survie, comment je vais élever cet enfant-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en termes de sacrifice pour élever mon enfant, pour l'envoyer à l'école, pour lui assurer une bonne éducation, pour l'habiller, le nourrir, vêtir. Ce qui n'est pas une question qu'on se pose ici. On a un enfant, l'avenir de l'enfant est assuré quasiment, là, pas vrai? De A à Z jusqu'à l'université, s'il en faut, pas vrai? C'est assuré. Et dans un autre système, et puis cet enfant-là, tout ce qu'on dépense en termes d'argent, bon, c'est normal, hein, de faire notre devoir. Tandis que dans l'autre système, oui, l'enfant est au centre de tous les intérêts de la famille, des parents. Mais l'enfant, parce qu'il est au centre des intérêts, cet enfant-là est surveillé par toute la famille. L'enfant n'a pas l'occasion de faire des mauvais coups, pas trop. Hein, je parle encore de mon temps. Et puis tout ce qu'on investit, on parle d'investissement dans l'enfant. Hein? Ce qu'on dépense ici, des dépenses parce que ces petits ingrats-là ne feront absolument rien pour nous. Hein? Faut pas oublier ça, ils deviendront ce qu'ils seront là, mais c'est à peine. Hein? Tandis que en Haïti, on investit dans notre enfant, tout comme on pourrait investir dans, je ne sais pas, dans un commerce, mais un enfant représente un investissement, c'est tout ce qu'on a, qu'on investit pour envoyer cet enfant jusqu'à l'université pour espérer que ça va nous permettre de changer notre niveau de vie d'une certaine manière. Et l'enfant le sait. Et je ne sais pas pourquoi que l'enfant élevé en Haïti a bien conscience de sa situation et sait que ses parents comptent sur lui pour relever le niveau familial, tandis qu'ici, il s'en fout royalement. Mais parce que, tu veux dire le même enfant haïtien ici ou bien l'enfant québécois? L'enfant, quand je dis l'enfant haïtien, c'est un Québécois, mais qui a des origines haïtiennes. Il est né ici, il est élevé quand même par les parents, mais les influences font en sorte que il est comme les Québécois. Et puis nous aussi, parents haïtiens ayant donné naissance à des enfants ici, ce n'est plus un investissement que je fais dans mon enfant. Il est ingrat comme le petit Québécois. Il ne fera absolument rien pour moi. Oui, il ne fera absolument rien pour moi. Je ne dois pas compter. Je ne dois pas compter. Moi, peut-être pour mes vieux jours, peut-être
peut-être, qui m'amènera au centre. Je sais pas. Mais est-ce que je peux dire que je vais faire mes vieux jours chez mon enfant? Il va me laisser ma chambre et puis comme ça se passe en Haïti? Non. Alors ils sont comme le pays. Ils fonctionnent comme le pays. Alors, ça fait toute une différence. Moi, dans mon investissement dans ma tête, là, je dois protéger cet investissement-là et m'assurer, durant tout le parcours de l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne en haut de la pyramide, pour élever la famille, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de faille. Et même si je dois utiliser le bâton. Parce que des fois, c'est malheureux, oui, c'est malheureux que l'éducation de mon temps se faisait aussi avec la rigoise, le bâton, le fouet, etc. Mais on peut comprendre. Alors, vous êtes en train de rire de moi, là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais, ouais, on a dit, et vous étiez d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec moi? Oui, ma mère qui m'a élevé, mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle a utilisé les outils qu'elle avait. Et regardez-moi aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que c'est pas une question de culture, mais une question de conditions socio-économiques. Oui. C'est pas pour moi, le Québécois qui est issu de la pauvreté ici, peut-être qu'il aura les mêmes valeurs que la famille haïtienne qui a grandi en Haïti, parce que dans tous les cas, ils vont fonder son espoir ou l'espoir des parents dans les enfants. Et l'enfant va pouvoir amener la famille à un autre niveau, comme tu as dit, relever la famille, l'amener à un autre niveau socio-économique. Donc, je ne sais pas si c'est culturel ou plutôt une question de survie, là, une question de survie, puis de vouloir upgrade. Ouais. Mais je ne sais pas si je pourrais dire que l'enfant haïtien ici devient complètement ingrat une fois qu'il grandit ici à cause des influences extérieures. Parce que je pense que mais moi, j'ai pratiquement grandi ici. Hein. Je suis venue tout bébé pratiquement ici. Je pense qu'au final, ça revient à qu'est-ce que tu vois de tes parents, quels besoins la famille a, puis est-ce que tu es prêt à relever ce défi-là, d'amener la famille à un autre niveau ou pas. Et c'est un choix de l'enfant de se dire, je vais prendre ces rêves-là de mes parents, ces ambitions-là de mes parents et les accomplir, ou bien dire, non, c'est impossible de s'accomplir, j'abandonne, ou bien je ne le ferai pas pour différentes raisons. Je pense que c'est une valeur que les parents transmettent. Puis j'ai envie de dire que c'est comme tu dis, c'est un choix que l'enfant va faire et c'est rare que si tu mets la pression formellement sur cet enfant-là, justement, tu lui rappelles que j'ai investi en toi, tu dois être médecin. C'est à ce moment-là que l'enfant ne voudra pas. Mais si l'enfant voit les sacrifices de ses parents, voit les difficultés que sa famille vit, souvent les enfants qui ont grandi dans des milieux pauvres, qui veulent arriver au top et redonner à leur famille, c'est parce qu'ils sont comme moi, j'ai vu ma mère avoir de la difficulté toute sa vie, je veux lui redonner ça, je veux lui permettre de vivre, mais jamais la mère a mis cette pression sur son enfant, c'est juste une valeur que l'enfant a absorbée au fil des années. Comme la valeur, c'est ça, du dur travail, puis de la persévérance, de la résilience. C'est en le voyant par des gestes et non pas par des mots tant que ça. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que nos enfants voient qu'on n'est pas riche? Et moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir une voiture, d'avoir une maison, la plupart de ces enfants pensent qu'on est... Et la plupart des familles haïtiennes aussi vont faire des efforts énormes. Et là, je parle de ces gens qui ont la possibilité de faire du TSO, temps supplémentaire obligatoire, et généralement des gens dans le domaine de la santé qui travaillent très fort et avec des heures et des heures, d'ailleurs, qui sont souvent les infirmières absentes de la maison, n'est-ce pas, mais qui ont de quoi vivre, qui ont suffisamment d'argent, qui peuvent avoir une superbe belle maison, et les jeunes, souvent, vont croire
que c'est l'argent de Monopoly, et puis on peut le dépenser, et puis il n'y a pas de sacrifice par rapport à une vie dans un autre pays que je connais bien, moi. On voit le sacrifice du père et de la mère, parce que c'est pas toujours évident d'avoir 3 repas. C'est pas dans toutes les familles qu'on a 3 repas. Hein? Alors, le réfrigérateur est toujours rempli. Et puis, non, on vit bien, il faut le dire. Les enfants ne perçoivent pas toujours les difficultés de leurs parents. Mais ça peut être à cause des parents même. Mais justement. Au niveau de transparence et justement. des parents, parce que si le parent dit jamais que, regarde, là, ça commence à être serré ce mois-ci, je struggle ou bien je fais du temps supplémentaire parce que je n'arrive pas au bout de mes factures, l'enfant peut entendre ça et le comprendre. Mais si le parent, il dit rien puis il surprotège l'enfant, non, tout va bien, je m'occupe de tout, mais l'enfant va prendre pour acquis, c'est sûr. Peut-être qu'en Haïti, justement, l'enfant voit concrètement, disons, la misère ou bien le dur labeur. Donc, c'est devant lui, il ne peut pas l'ignorer. Mais ici, c'est vrai que si tu as une maison, une voiture, tu ne vois pas nécessairement, mais si ton parent t'en parle, puis te le verbalise, ben, tu apprends de ça. Et ça, c'est sans compter, comme tu as dit, ses parents qui font le calcul, à savoir que s'ils ne donnent pas la paire de tennis à $200 à son enfant, lui risque de se ramasser avec d'autres qui lui offrent de passer un petit paquet facile. Tu fais $500, n'est-ce pas? Alors, il va faire le calcul en disant que il vaut mieux que ce soit moi qui lui donne et qui fasse le sacrifice plutôt que, n'est-ce pas? Et cet enfant-là qui reçoit avec facilité une paire de chaussures à $200, $300, je veux ça, je l'ai. Cet enfant-là ne pense pas que sa mère n'est pas en âge. Quand je dis 14 ans, là, 15 ans, ils ne voient toujours pas si on ne leur dit pas les 4 vérités. Et souvent, les parents n'osent pas. Les parents n'osent pas. Et l'histoire des parents qui n'osent pas, c'est celui qui n'ose même pas se laisser voir comme un illettré et qui va faire réciter son enfant avec le livre tête en bas. Tête en bas. Alors là, c'est plein de trucs pour élever un enfant. C'est plein de trucs pour élever un enfant et cet enfant-là, dans le pays d'origine, était notre rêve. C'est le rêve que le père n'a pas vécu, qu'il veut vivre à travers son enfant. Il voulait être ingénieur, il n'a pas pu. Oui, c'est son enfant qui va devenir ingénieur. Donc, c'est son investissement et il va veiller à son investissement, n'est-ce pas? Ça, c'est un danger, je trouve, de vouloir... justement faire fonctionner ton rêve à travers ton enfant parce que tu lui mets tellement de pression que, tu sais, justement, il va peut-être être en crise d'identité puis rendu à l'âge de l'adolescence, peut-être que perte d'investissement. Ouais, c'est vrai. Alors, les techniques, on a dit, diffèrent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, lorsque on fonctionne dans la société québécoise, qu'il faut tout adopter? Et la réponse, automatiquement, c'est non. Et vous allez voir le conflit de génération. Mais vous êtes québécoise. J'ai toi québécoise autour de la table. C'est vos principes. Je suis content d'entendre ça. Explique-moi. Québécoise d'origine haïtienne, élevée par 2 parents très haïtiens. Donc, personnellement, je m'identifie beaucoup plus à la culture, aux valeurs haïtiennes qu'à la culture, aux valeurs québécoises. Puis je pense que pour moi, dans le temps de ma génération, c'était beaucoup plus facile aussi. Je pense que j'ai moins senti ce clash entre moi et mes parents. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses, justement, les permissions de sortir ci, tout ça. Donc, il y avait des petits conflits. Mais, règle générale, j'ai trouvé ça
relativement bien, même si je fais une rétrospection de mon enfance. Alors que quand je regarde les jeunes maintenant, aujourd'hui, jeunes haïtiens, de parents haïtiens, mais comme... C'est difficile. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à élever des enfants maintenant, en 2022, parce que le clash culturel est beaucoup plus grand que pour moi, il y a 30... Je dirais pas mon âge, là, mais bon. Parce qu'en plus, il y a beaucoup plus d'influence externe maintenant avec les médias sociaux. C'est beaucoup pour l'enfant. Il doit naviguer à travers tout ça. Moi, je trouve ça pratiquement impossible. Mais les médias sociaux, les réseaux sociaux n'existent pas pour la plupart des parents haïtiens. Et là, ça c'est le point de rupture, n'est-ce pas? Qui croit pouvoir utiliser ce qu'on utilisait dans les années 50-40, le fouet et les insultes pour conscientiser l'enfant. Et tout ça pour bien faire, là. Tout ça pour bien faire. Et ça, c'est à l'opposé avec le parent québécois qui, lui, va utiliser la méthode doucereuse, je ne dis pas douce, là. Je parlais à mon enfant. Je vais priver de sortie. Sortie, c'est peut-être trop fort, là. Même, il va être traumatisé. Privé de dessert. Je vais lui priver de dessert. Et si mon enfant de 2 ans me donne un coup de pied, j'hésiterais à le taper. C'est comme dans 2 pôles totalement différents. Alors, autant qu'on dit non à l'une, mais autant qu'on dit non à l'autre. Je pense qu'il y a des points, dans les 2 extrémités, il y a des points à laisser puis à prendre. Dans l'extrémité, justement, on va dire québécoise, parce que c'est vraiment la communication, puis... on communique avec l'enfant, puis s'il nous tape, bon, bébé, garde, aujourd'hui, là. Et voilà! Oh, là, OK. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça, c'est non. Je pense que l'important, c'est de communiquer avec l'enfant. Je pense que c'est important, mais à un certain point, la communication n'est plus aussi efficace. Donc, de l'autre côté, je pense que, tu sais, les bâtons puis tout, je pense que c'est vraiment extrême. Mais, tu sais, des tapes correctives, je pense que c'est correct. Et légal. Légal. Tout dans la légalité. C'est ça. Oui. Ouais. Mais je pense qu'au début, c'est important de communiquer avec l'enfant avant de passer aux mains. Puis je trouve que ça travaille aussi la patience du parent qui est important de développer. Exactement, ouais. Parce que, normalement, je préfère vous entendre, les négationnistes. Les négationnistes. Les négationnistes. Oui. Non, mais écoutez, la psychologue en moi, la communication, c'est malheureusement de la Tout commence par ça. Oui. Bon, de punir un enfant, ça n'a jamais les effets qu'on veut. Et oui, on crée des traumatismes et on crée la peur chez notre enfant et on va chercher le respect parce qu'ultimement, l'enfant va nous respecter. On va chercher le respect à travers la peur. L'enfant a tellement peur de nous que oui, il va nous écouter parce que je veux pas le bâton, je veux pas ci, je veux pas ça. Alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut créer l'autorité parce que l'enfant nous respecte. Je respecte ce que tu me dis, que si je mets ma main, je vais me brûler, je te crois, je vais pas le faire. Fait que c'est la communication. C'est sûr que la communication a aussi ses limites. Donc oui, on va maintenant se diriger vers les conséquences. Mais les conséquences selon la nature du crime aussi. Oui, je pense que c'est proportionné. L'enfant a fait tomber un vase, boum, le bâton. C'est trop, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que la punition équivale. C'est comme la loi. La loi équivaut le temps que tu vas faire en prison. C'est la même chose. Fait que c'est important de doser. Je pense que pour beaucoup de parents haïtiens, immigrants, il y a juste un type de conséquence. Il n'y en a pas 2. Peu importe ce que tu fais, c'est bâton, c'est ta chambre, mais il y a différentes... Oui, il y a des variations. C'est ça, il faut varier. Donc, il faut être patient. Ouais, vraiment. C'est ça, au premier
Alors, si on devrait donner, on se permet de donner des conseils à Nous qui n'avons pas d'enfants. Hold on. At home, ok, j'aimerais souligner. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup d'enfants à la maison, puis moi, personnellement, je trouve que ces enfants-là, puis en différents âges quand même, puis je trouve que ça travaille beaucoup ma patience, justement. Quand j'étais petite, puis tu sais, justement, notre culture, c'était comme, ok, on donne des bâtons. Moi, j'étais comme... Au début, j'étais comme, tu sais, je vais pas donner des bâtons à mes enfants parce que, justement, je l'ai vécu. C'est pas vrai, ma mère m'a pas vraiment tapé. I'm sorry. Ouais, non, c'est ça. Mais en grandissant, à un moment donné, j'étais comme, ok, non, je vais donner des bâtons à mes enfants parce que je trouvais que la génération plus jeune, elle craignait pas les parents, puis justement, il y avait pas cette notion de respect. Mais après ça, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je trouve que la communication est vraiment très importante, puis il y a quand même un respect qui peut se donner à travers juste communiquer avec l'enfant. Oui, je donnerai pas plus de détails, mais oui, c'est ça. Secret professionnel. Des exemples. Mais sincèrement, la communication, je trouve que c'est vraiment important, puis ça travaille beaucoup ma patience. Puis non, c'est très bon. Oui, Je veux en entendre plus. Ouais. Alors, Je sais pas si j'ai le droit. alors, la communication personne peut être contre la vertu. Oui, la communication, oui. Mais la communication, Valérie l'a dit, a ses limites. Quand on s'aperçoit que ça ne va nulle part, on gradue dans les sanctions, parce qu'il y a des sanctions, mais il y a des choses qui viennent nous chercher tout de suite. Un enfant, parce que vous l'avez tous vu dans le centre d'achat, là, le petit enfant de 2 ans qui donne des coups de pied à maman, là. Et ça m'enrage, moi. Ça m'enrage. Ça vaut une tape, OK? Mais tu vois, Ça vaut... Alors, je vais dire à un petit bébé de 2 ans, non, t'as pas le droit de taper. non, mais tu vois, non. Comment tu dis? un ton ferme. Un ton ferme. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que t'as le droit? Ok. Est-ce que c'est gentil? Ah oui? Tu fais mal à maman? Ouais. Arrête tout de suite. Un ton ferme. Et il continue de plus belle. Moi là, c'est ça, moi j'ai vraiment, tu vois, ma patience est pratiquée, moi j'ai une patience extrême. De la même façon qu'un enfant va me tester, je vais le tester aussi. Moi, les tapages au magasin, là, je suis pas capable, puis je l'ai dit justement aux enfants. Absolument. Je suis pas capable. Moi, avant même de rentrer au magasin, je dis déjà à l'enfant... Il y a un briefing. Ouais, il y a un briefing, là. On rentre au magasin, c'est ça que je vais acheter, je veux pas entendre de ci, je veux pas entendre de ça. S'il y a les limites qui sont dépassées, on retourne dans l'auto. Moi, je suis prête à retourner dans l'auto. Je suis même prête à te déposer à la maison. Puis je reviens au magasin. Moi, j'ai cette patience-là. Puis l'enfant va finir par apprendre qu'au magasin, ben... Je me comporte. Voilà. Je suis d'accord. Il y a pas d'étape. Ouais, non, pas étape. Ça fonctionne très, très bien. Il faut établir les attentes oui, auprès de l'enfant. Au point même que l'enfant va participer aux attentes. Là. Il va être comme moi, on n'a pas le droit de faire ça. Good job. Ouais. Alors, parce qu'on disait que, oui, on peut se permettre de donner des conseils aussi aux parents. Pas vous qui n'êtes pas parents. Oui, mais elle a l'expérience, oui, c'est vrai. Moi, Non, mais ce qu'on risque, et des questions qu'on doit se poser lorsqu'on utilise le bâton à tout bout de champ. Bâton à tout bout de champ, à la première incartade, bâton. Et puis l'autre dit, balai boulevard, bâton. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a été frustré cet après-midi au travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose? Est-ce qu'on est en train? Est-ce qu'on a perdu patience? Est-ce que notre patience est à fleur de peau? Est-ce que... Moi, l'autre question qui m'a toujours dérangé, c'est est-ce que si lui était un homme 6 pieds 7 pouces, est-ce que je l'aurais tapé? Est-ce que j'en profite parce qu'il est une petite personne? Vulnérable. Tout comme il y a des hommes qui profitent de la faiblesse physique de la femme et qui tapent sur la femme. Si c'était un colosse, là, est-ce que tu l'aurais tapé? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et puis, quand on n'a pas de réponse, on se dit,
Est-ce qu'il faut que j'aille jusque-là? Est-ce que ça va me donner des résultats? Qu'est-ce que je cherche à travers tout ça? Me défouler? Ou alors corriger l'être qui est juste en face de moi? Comment faire? C'est autant de questions qu'on devrait se poser. Et puis savoir aussi que la colère est mauvaise conseillère. Parce que c'est là où on prend la mauvaise décision et c'est là où on peut frapper de manière illégale, n'est-ce pas? L'illégalité, c'est quand ça laisse des traces, ok? Je n'ai rien dit, n'est-ce pas? On va enlever ça, on va enlever ça. C'est pas une émission juridique, hein? Il ne faut pas frapper sous aucun prétexte, mesdames, messieurs. Mais, oui, quand on est fâché, et on perd les pédales, et puis c'est là qu'on fait les dégâts. On dit bonjour les dégâts, pas vrai? Donc, il faut éviter... Oh là là, je pourrais vous raconter de bonnes aussi, là. Des pères qui rentrent de travail et on leur dit que l'enfant a fait un désordre, c'est ce qu'on disait. Et donc l'enfant est en punition à genoux et puis le papa qui prend tout son temps, qui prend sa douche, l'enfant est à genoux, qui mange, l'enfant est à genoux et qui maintenant a fait son rasage et tout. Et c'est là maintenant qu'il va régler le compte à l'enfant. Non, ça c'est des excès qu'on fait, c'est de l'humiliation pour une jeune personne. Et ça là, c'est des choses qui vont manquer. Je suis d'accord avec vous. Même si on est souvent en conflit, mais ça, je suis d'accord avec vous. Même si moi-même, j'ai déjà tapé mes enfants, taper, pas battre. Légalement. Mais je suis légalement, Oui. légalement. On toujours précise, légalement. ouais, légal. Tout est légal. Toujours La légalement. police nous entend, c'est légal. Légal. Alors, donc, il y a des questions à se poser. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a tel comportement? Oui, l'enfant nous a dérangé, nous a fait sortir de notre gonds, nous a déçus et tout ça. Imaginez, je vous dis une chose là, et puis je ne crois pas que ça arrive dans la société civilisée dans laquelle on vit. Un enfant sort avec son chum et c'est connu de la famille et l'enfant tombe enceinte. Ah, on ramène cet exemple-là. C'est la même fille de l'autre fois. Et comme punition... Qui amenait son chum à la maison aussi. Non, même pas ça là. Non, on est dans les techniques éducatives. Et comme punition, on fout l'enfant dehors. C'est l'expression. Va-t'en là, je te renie et puis je n'en veux pas. Ça, c'est une mauvaise technique, même si j'adhère à la culture haïtienne, à la façon de faire haïtienne, mais ça, là, ça n'a pas sa place. Une enfant enceinte, c'est une enfant qui a besoin d'aide, n'est-ce pas? C'est pas le moment de châtier cet enfant-là de cette manière-là. Et tu imagines, l'enfant mâle qui met enceinte la fille d'un autre ou d'une autre, n'est pas foutu dehors, lui. Hein? Il reste. Ce n'est pas normal. Il y a de ces choses, et puis ce n'est pas normal non plus de corriger nos enfants à coups de savate, à coups de taloche et tout ça, là. Non. C'est inacceptable. Mais tout comme on a dit, ce n'est pas normal pour un petit enfant de 2 ans qui nous donne des coups de pied, de le dorloter. Ah, il est tellement cute. En général, il ne fait pas ça parce que la maman a honte. Elle a honte. Elle a honte. Même habituellement, il y a faim. Mais on dirait, j'ai l'impression que les parents, ils ne se remettent pas en question, ils ne se posent pas la question du pourquoi s'il n'y a pas un événement comme un grand événement, comme une arrestation ou bien la DPJ. C'est rare que le parent s'arrête lui-même pour se dire est-ce que j'ai tapé trop fort là? Je pense que oui. On dirait qu'il n'y a pas cette remise en question s'il n'y a pas quelque chose qui intervient d'externe, non? Des fois, oui. Mais il faut un wake-up call. Ben, pas nécessairement. Pour l'avoir vécu en flip side, des fois, il y a des parents qui vont me demander
est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, est-ce que j'avais été sévère, je suis trop sévère comme... Parce qu'il n'y a pas de guide pour être parent. Tu deviens parent, puis tu fais ce qu'on t'a appris, mais des fois, tu remets en question justement ce qu'on t'a montré, parce que là, tu es dans une autre société, une autre époque, ton enfant est différent aussi. Donc, il y a certains parents qui vont... puis je pense qu'on doit avoir cette humilité-là en tant que parent, de dire, j'ai pas la science plus, je sais pas ce que je fais en toute honnêteté, puis c'est correct de pas savoir. Donc, il y a beaucoup de parents qui vont se poser cette question-là. Est-ce que ma réaction est appropriée ou comment est-ce que je devrais réagir dans telle ou telle situation? Parce que, on sait pas. Il faut ça. Il faut ce réflexe-là. Il faut être humble assez. C'est pas facile, justement. Puis je trouve que des fois aussi, il y a les parents qui vont pas nécessairement... tu sais, quand ils ont tort, ils vont pas aller vers l'enfant pour lui dire, tu sais quoi... Pour s'excuser. Ouais, je m'excuse. J'ai vraiment... Ça, là... Moi, j'ai jamais... ça, c'est le point majeur. Ça, c'est important de faire ça. Il faut s'excuser. Parce que si l'enfant voit que tu t'excuses, lui aussi va apprendre, justement, à apprendre à reconnaître sa responsabilité, puis à s'excuser. Oui, parce que c'est ce que je me posais la question, justement. Parce que l'enfant ne s'excuse jamais, d'ailleurs, on va forcer que l'enfant nous s'excuse face à nous pour un acte. Et puis nous, même si on est conscient qu'on n'a pas tout à fait été juste, on a trop d'orgueil là pour nous excuser. Alors, cela dit, moi, je pense qu'on arrive déjà à la conclusion. Qu'est-ce qu'on aura retenu? Autant de cultures, autant de façons d'élever des enfants, n'est-ce pas? Il n'y en a pas une qui soit supérieure à une autre. Ça vaut pour la société là où ça se passe, n'est-ce pas? Mais on a dit que lorsqu'on débarque en France, on vit comme les Français. Lorsqu'on débarque au Québec, on vit comme les Québécois. Ou presque. Hein? Alors, non, on vit comme... Imaginez que j'ai déjà vu une rigoise blanche. Vous ne savez pas de quoi je parle, là. C'est quoi une rigoise? Une rigoise. Moi, Oh là 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 là. Gap générationnel à nouveau. Oh là là, c'est un conflit de génération. Un autre conflit. Ça là, non. Moi là, non. Je ne battrai pas mes enfants avec ça là. Pas du tout, pas du tout. Mais oui, j'en ai déjà goûté, moi. Même à l'école, hein, la rigoise blanche, ça ne se fait pas, hein, parce que ici, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, je ne prends pas tout d'ici. Le parent qui récompense son enfant, ouais, mais tu es tellement, en général, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu me fais ça là? Tu veux me faire honte? Mais alors ta conclusion, maître Corinne? Alors moi, j'ai retenu que si les blessures ne paraissent pas, c'est légal. Oh non, ne dis pas. C'est pas vrai. Oh my God! Donc, je retiens la communication est importante, la patience est importante et l'humilité auprès du parent pour pouvoir mieux éduquer son enfant. Oui, Valérie. Mais moi, je dirais l'importance de s'adapter à la société dans laquelle on vit, d'être à l'écoute de notre enfant qui évolue dans cette société-là dans laquelle nous, on n'a pas grandi, mais de quand même garder certains morceaux de la culture d'origine, parce que c'est pas trop mauvais. Ouais. Son petit grain d'épice. Un petit grain d'épice, ouais. Toujours Totalement. Mais dans la même lignée, comme quoi que la communication, c'est important, être à l'écoute de l'enfant, savoir reconnaître ses torts aussi, autant en tant que parent, puis pour les enfants aussi. Puis si jamais, un petit plug là, si jamais votre enfant est trop ingrat puis qu'il vous envoie dans un centre, JE, Villa Bélande est là pour vous. Maman. Voilà. Ça, c'est... je t'enverrai la facture, Naïka. Voilà, alors on va remercier un peu tout le monde, là. Valérie, merci beaucoup. Naïka, merci beaucoup. Merci à vous. Corinne, merci beaucoup. Merci. Alors, on va remercier Franz Saint-Louis, qui est notre technicien à la régie technique. On espère vous retrouver la prochaine fois, mesdames, messieurs, pour un autre sujet de conflit génération. Aujourd'hui, on n'a pas eu trop de conflits, là. Hein? Il me semble que... Hein? Sur le mot yo... Hein? À la limite, avant la limite. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission Conflit de génération. Merci, au revoir, à la prochaine.